Donc là, je le dirais de ma place de conseiller technique chargé du secteur personnes âgées donc à l'UNIOPS. L'UNIOPS étant une union qui regroupe au travers de ses 110 organisations nationales adhérentes et de ses 26 unions régionales, la plupart des associations et des organisations à but non lucratif de solidarité précisément. Donc je le dirais aussi, je parlerai peut-être aussi en mon nom de très anciens militants des Petits Frères des Pauvres. J'étais très content d'entendre les témoignages en début de matinée. Voilà. Bien. Donc, rapidement, puisque finalement, le bénévolat associatif, il a été un peu égratigné, j'ai entendu, puisqu'il faisait peur, un petit peu, on avait peur de s'engager, on avait peur... donc du coup, une espèce de crise de ce bénévolat organisé en association semblait se manifester. Alors là-dessus, je crois que on le citait tout à l'heure d'ailleurs dans le débat, il est intéressant de se rappeler des informations statistiques qui corrigent un petit peu les choses, qui ont été produites par France Bénévolat et dans le cadre d'une enquête IFOP, donc sur 2010, où ils annoncent bien que finalement, il y a un certain tassement du bénévolat associatif, c'est évident, on le voit. Ceci dit, il est loin de s'effondrer quand même, puisqu'il y a 22% des personnes de plus de 15 ans qui sont encore engagées dans des associations. Et par ailleurs, ces bénévoles sont engagés pour des périodes régulières de plus de 2 heures par semaine, ce qui est quand même relativement intéressant. Alors ces chiffres, ces chiffres attestent que finalement parmi les bénévoles engagés dans l'action sociale caritative, eh bien c'est quand même pas loin de 30%, plus de 30%, qui sont donc engagés dans des associations de solidarité, des associations caritatives. Donc, ce qui permet donc de valoriser cette espèce de ce que j'ai appelé le triptyque des bénévoles que l'on rencontre dans ces associations, à savoir les bénévoles acteurs de solidarité, les bénévoles militants et les bénévoles dirigeants. Donc je crois que ces 3 catégories, loin de se superposer, peuvent parfaitement fonctionner en logique de poupée gigogne. C'est-à-dire on peut trouver très bien des bénévoles engagés dans des actions de solidarité, dans de l'accompagnement, on parlait de bénévolat d'accompagnement tout à l'heure, qui d'ailleurs par parenthèse est la fonction la plus prisée dans les associations finalement. De même qu'on pourrait dire que le bénévole militant, lui aussi, se porte bien, en ce sens que les nouvelles causes, celles des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, pour leur inclusion sociale, la lutte contre l'exclusion, on voit bien que ces associations de solidarité se développent et s'engagent beaucoup. Le 3e groupe, les bénévoles dirigeants, là c'est un peu plus difficile parce que c'est alors que là ils sont bien en lien donc avec la vie démocratique de l'association, c'est eux qui finalement incarnent la gouvernance de ces associations et c'est dans leur engagement au travers des instances délibérantes, au travers de cette vie associative structurée et organisée qu'on rencontre sans doute aujourd'hui une crise assez aiguë de l'engagement, puisque finalement nos associations ont de plus en plus de difficultés à trouver ces dirigeants. Donc ça se confirme dans les 2 formes de bénévolat de solidarité au sein des associations de solidarité, qui sont le bénévolat dans les associations gestionnaires d'établissements services sociaux, médico-sociaux, et le bénévolat d'action, notamment dans les établissements et services et à domicile pour les actions en direction des personnes Alzheimer qui nous intéressent. Dans les associations gestionnaires d'établissements et de services, que nous regroupons assez essentiellement d'ailleurs au niveau de l'UNIOPS, on observe que cet engagement centré sur la gouvernance associative, qui s'exprime par la participation aux instances donc délibérantes, c'est vraiment le cœur finalement de cette problématique et de cette caractéristique donc du bénévolat dans ces associations gestionnaires.
Il est évident qu'en ce qui concerne la conduite même du projet associatif, elle est souvent déléguée d'ailleurs dans ces associations par le biais du projet d'établissement ou de service aux dirigeants, aux équipes et aux équipes salariées cette fois-ci, et qui interroge donc sur l'implication de ces bénévoles dans le projet associatif lui-même, au-delà de cette fonction de gestionnaire. Donc la difficulté auquel ces associations sont aujourd'hui confrontées, c'est que finalement, on ne fait plus beaucoup de distinction entre la notion de membre et la notion de dirigeant. C'est-à-dire, fatalement, il y a une vraie crise des membres de ces associations. Et aujourd'hui, beaucoup d'associations gestionnaires recherchent les voies et moyens pour intéresser des membres à la vie de leur association, mais comme ils gèrent des équipements, ceci finalement étant délégué à des salariés, eh bien, le rôle des bénévoles, du coup, s'incarne vraiment dans cette fonction de dirigeant. Et il est évident que pour motiver, on parlait de motivation de bénévoles, de recrutement de bénévoles, quand il faut d'entrée de jeu pour rentrer dans un conseil d'administration, motiver des personnes, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, c'est une vraie difficulté, d'autant que les problèmes de gestion aujourd'hui empoisonnent la vie associative et surtout derrière les notions de responsabilité d'employeur, responsabilité par rapport à un environnement de normes de plus en plus contraignant. Tout ceci pèse énormément sur ces bénévoles engagés donc dans la dirigeance des associations. Le bénévolat d'action, lui, dans les établissements et services et à domicile, il est finalement, c'est un bénévolat qui finalement pourrait s'organiser et se rencontrer plus fréquemment par rapport à ce que je viens de décrire comme situation. Bon, si ce n'est que finalement on en retrouve deux formes. Alors une forme qui est organisée, mais qui est plutôt du bénévolat individuel, organisé par les établissements et les services eux-mêmes, mais qui du coup, dans le fond, pose la question de l'intégration de ces bénévoles dans le projet d'établissement directement ou de service dans lequel il intervient, sans poser la question de l'intermédiation d'un projet associatif qui les fédère, eux, en tant que bénévoles d'accompagnement. De l'autre côté, il y a effectivement les bénévoles qui interviennent dans les établissements, à domicile, par le biais donc d'associations qui, elles, sont organisées spécifiquement pour cela, et qui donc développent, en théorie, leur propre projet associatif. La question qui est aujourd'hui posée, c'est ce projet associatif, est-ce qu'il peut vraiment se dégager, se développer en toute autonomie, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque prégnant d'instrumentalisation de ce projet associatif par finalement l'établissement ou le service dans lequel il intervient. D'ailleurs, on évoquait tout à l'heure l'obligation de passer des conventions, par exemple pour les associations qui visitent, pour les bénévoles associatifs qui visitent des personnes dans les établissements notamment. Bien, cette obligation de passer à la convention en soi mériterait en tout cas une attention plus particulière, parce qu'on se rend compte que, dans le fond, par bien des aspects, le risque de perte d'autonomie de l'association est assez marqué. Alors, évidemment, tout ça transite par des questions de responsabilité, notamment. C'est toujours un peu cette responsabilité qui est le poison. Mais dans le fond, en quoi ces associations peuvent véritablement encore développer un projet autonome quand on va leur demander plutôt de se fondre dans le règlement de fonctionnement de l'établissement, de respecter des horaires, de se présenter avant d'entrer. On voit des tas de clauses qui sont quelquefois même un peu léonines. On se dit finalement, en quoi et comment peut-on encore prétendre avoir un projet autonome ? Donc pourtant, on peut rappeler que le bénévole, c'est l'essence même du projet associatif. Que la vie associative, on l'a évoqué ce matin, c'est une alternative citoyenne à la solidarité plus organisée au sein de notre système de protection sociale. Et je crois que c'est bien ça qui attire aussi encore beaucoup de gens dans le monde associatif, parce qu'effectivement, même si on a des problèmes de recrutement, il y a un dynamisme que les chiffres que je citais tout à l'heure est encore assez net.
Et puis je pense qu'il fournit aussi une autre alternative intéressante, c'est entre cet individualisme farouche que cultive notre société aujourd'hui et la marchandisation de tous les rapports sociaux. Et je crois qu'à mi-chemin entre les deux, le bénévolat associatif offre vraiment une dimension tout à fait intéressante. Donc en fait, le postulat que je poserai, c'est une association sans bénévole, c'est absolument pas concevable, c'est l'essence même donc, du projet associatif, mais évidemment on peut considérer des bénévoles sans association, des bénévoles qui sont donc organisés par les structures dans lesquelles ils interviennent. Mais je crois que cette capacité à se regrouper en association, hein, je citerai volontiers Alexis de Tocqueville, qui dit après la liberté d'agir seul, la plus naturelle à l'homme est bien celle de combiner ses efforts avec les efforts de ses semblables et d'agir en commun. Donc on est bien là, on retrouve bien là un vecteur consubstantiel de la citoyenneté et de toute vie sociale. Alors c'est bien dans ce cadre-là que le projet associatif introduit une dimension supplémentaire, en ce sens qu'il a vocation à irriguer, nourrir l'intervention, l'action de ces bénévoles. Et pour nous, à l'UNIOPS, nous sommes très attachés à ce que ces projets associatifs soient formalisés. Alors non pas parce qu'on veut absolument rédiger un document de plus qui va garnir nos étagères, c'est beaucoup plus pour être sûr qu'il y ait cette réflexion, cette association, cette implication des bénévoles dans une mise en tension de ceux-ci vers un objectif unique, harmonisé. Donc ces projets associatifs, finalement, ils ont vocation à répondre à trois questions. Au bénéfice de qui agissons-nous ? Pourquoi agissons-nous ? À quelles fins ? Quelles sont nos fins et nos fins collectives ? Et comment le faisons-nous ? Et je crois que tout ça, évidemment, s'enracine dans les valeurs associatives, qui sont notamment la promotion d'une citoyenneté rénovée, on en parlait tout à l'heure, la reconnaissance de l'autre, le partage, la fraternité. Je crois que s'agissant de personnes souffrant de troubles cognitifs, cette dimension est particulièrement importante, le désintéressement. Et ce que François Bloch-Lenné, ancien président de l'UNIOPS, qualifiait souvent de spécificité méritoire des associations. Et je pense que c'est cette dimension-là qui nous force et qui nous contraint toujours à justifier de cette spécificité. Bon, je n'insisterai pas donc sur le pour qui, on l'a déjà souligné, quand on dit qu'effectivement d'intervenir auprès de personnes souffrant de troubles cognitifs nécessite quelques précautions particulières et surtout une posture qui garantit qu'on soit à leur écoute, à l'écoute de leurs paroles, même si cette parole peut paraître insensée dans un certain nombre de cas, mais en tout cas c'est la posture qui est importante, analyser leurs besoins, c'est également un point tout à fait capital. Les valeurs partagées, le pourquoi, donc c'est le pourquoi de l'agir ensemble, donc affirmer la primauté d'un projet commun sur des projets individuels, et donc définir des finalités de l'engagement commun afin d'agir tous dans le même sens. Et je crois que Dieu sait, quand il s'agit d'accompagner des personnes souffrant de troubles du cognitif ou du comportement, il est extrêmement important de toujours tous tirer dans le même sens, parce qu'on voit bien que des actions contrariées peuvent produire, et des intentions contraires peuvent produire des effets tout à fait désastreux auprès des personnes elles-mêmes. Sur la question avec quels moyens, eh bien là, c'est effectivement c'est le projet associatif qui a vocation aussi à définir les objectifs opérationnels qui vont être priorisés pour être sûr que ce qu'on va faire ensemble est bien en cohérence avec les valeurs que l'on veut partager et avec le public auquel nous nous adressons. Donc c'est un projet aussi, c'est le projet également qui va définir les moyens à mettre en œuvre en termes de ressources humaines et puis également de cibler les activités les plus pertinentes à proposer pour être cohérent avec ces objectifs que l'on a défini plus haut.
Donc là, un des éléments aussi fondateurs de ces projets associatifs, c'est également de bien être très au clair sur le statut des relations des bénévoles avec les autres acteurs qu'on va la rencontrer dans l'association. Alors je commencerai volontairement par les usagers, parce que là, effectivement, une réflexion sur le statut de ces usagers de l'association, alors ne serait-ce que leur qualification, est-ce qu'on va parler d'usagers, de bénéficiaires, on évitera de parler de clients, là, pour le coup, eh bien c'est déjà là un pas vers une réflexion pour mieux qualifier la relation qu'on veut nouer avec ces usagers, donc pour éviter, puisque nous sommes toujours un peu écartelés entre assistance, philanthropie, logique d'accompagnement, je ne reviens pas dessus, on l'a redéfini tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut également évoquer qu'au sein de ces associations, la place des usagers dans la vie associative est à mieux penser, mieux structurer. Beaucoup d'associations réfléchissent aujourd'hui pour savoir comment impliquer formellement ces usagers dans la vie associative, dans la vie des instances. Faut-il les inviter à l'Assemblée générale? Est-ce qu'on peut leur permettre de participer donc à ces débats au sein de l'association? Je crois que c'est une vraie question et qui est porteuse de sens justement pour nos organisations. En ce qui concerne le bénévole et salarié, là, la chimie subtile entre complémentarité et concurrence, je ne vais pas trop la développer parce qu'il me semble qu'on en a déjà parlé. En tout cas, elle nécessite absolument, pour bien se comprendre, que les rôles dévolus à chacun soient particulièrement bien précisés, notamment dans ce projet associatif, qui doit pouvoir trouver des guides, définir des guides pour à usage aussi bien des bénévoles que des professionnels, pour éviter tous ces procès d'intention qu'on nous a décrits tout à l'heure. Bien, donc avec la même question d'ailleurs pour les salariés aussi finalement, est-ce qu'ils peuvent participer à la vie associative, les instances, si oui, sous quelle forme, dans quelle proportion? Enfin, j'aborderai la question des conditions d'efficience des bénévoles. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses là qui ont été dites. Simplement, pour moi, ça, dans le cadre de la réflexion sur le projet associatif et sa formalisation, il est effectivement très important qu'on parle d'organisation du bénévolat, puisque pour moi, et surtout confronté à des populations comme ça en difficulté, il est extrêmement important d'éviter l'isolement de ces bénévoles confrontés à des situations trop lourdes. Promouvoir le travail en équipe, ça a déjà été dit, mais je crois qu'il faut insister là-dessus. Ainsi qu'un soutien dans l'action, en prévoyant des temps d'échange, de regroupement, des rencontres, donc la vie en équipe finalement, et un effort très important en termes de formation, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi plus loin dans l'après-midi. Alors pour conclure, écoutez, dans un panorama où la vie associative, donc je crois indéniablement, permet de faire progresser le bénévolat vers un acte beaucoup plus fondateur en termes de citoyenneté et surtout lui permet donc de donner un corps. Et je voulais citer Jean Afchin dans Faire société dans une société en crise, qui est un ouvrage qu'a pu publier l'UNIOPS à la veille de son dernier congrès en 2010, où il nous disait dans ce livre le bénévolat pivot donc, du projet associatif engage par son action un débat sur la vie en société, un combat citoyen, et à ce titre, il est fondamentalement politique. Il est une invitation à la solidarité, à la fraternité et à une démocratie interactive. Merci.